Monsieur Dubon, allez-y. Oui. Donc, je vous remercie et puis je salue tous mes collègues, notamment donc, chez Nestlé Thierry, pour son intervention et puis pour le travail que nous faisons conjointement avec Imeuse Santé. Je voudrais aussi remercier Scalen pour le travail qui a été effectué, notamment pour l'observatoire avec l'outil cartographique du soin que vous avez pu mettre en place. Qui nous a permis de faire un état des lieux dans nos départements et territoires respectifs. Ça nous a permis aussi, à partir de ce constat, de mettre en place des hypothèses de travail, de localisation sur les difficultés, notamment de soins dans nos territoires. Et puis, derrière, nous sommes entrés en contact avec les territoires qui étaient en difficulté pour l'accès aux soins. Et nous avons pu identifier plusieurs sites. Donc, c'est vraiment une démarche qui est intéressante, que celle que nous avons initiée grâce à vous sur Imeuse Santé. C'est-à-dire, grâce à votre observatoire, on fait un constat qu'il y a des zones qui sont en difficulté d'accessibilité ou d'accès aux soins. Ensuite, on a été rencontré, je salue toutes les équipes, Jean-Charles Audron aussi, je suppose qu'il est derrière son écran. Donc, on va vers les territoires pour voir si ils sont d'accord pour mener des expérimentations. Et puis, ça nous a permis de mettre en place 15 sites expérimentaux dans les 3 départements Imeuse. Imeuse Santé, je vous le rappelle, c'est la Meurthe-et-Moselle, c'est également la Haute-Marne, avec 3 territoires qui sont complètement différents d'un point de vue santé, puisque nous avons la chance, nous, au département de la Meuse, d'avoir une trentaine de maisons pluridisciplinaires. La Haute-Marne, c'est un peu différent, et puis la Meurthe-et-Moselle, c'est un peu plus urbain, donc avec des problématiques qui sont différentes. Les premiers renseignements de cette mise en place pour l'instant, c'est que donc de la télémédecine, on parle bien de télémédecine, sur ces 15 sites expérimentaux, c'est donc créer un cabinet ressources qui est dédié à la téléconsultation et qui doit être habilité par l'assurance maladie et qui permet de gérer et absorber la demande de téléconsultation avec les médecins traitants du territoire. Donc, on a derrière un assistant, un apport fondamental du téléassistant dans l'efficacité, dans l'acceptabilité de la téléconsultation, même si, là je mets un petit bémol, c'est sur la nécessité de concevoir des solutions souples pour faire face à des contextes éphémères de rupture d'accès aux soins. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Montmédy, où nous avons mis en place de la téléconsultation pour, entre autres, répondre aux problématiques de manque de médecins. C'est gérer la téléassistance par des infirmiers libéraux qui eux-mêmes sont en saturation. Donc du coup, le téléassistant devient important, notamment dans le domaine de la formation, puisque nous devons avoir des téléassistants qui ne soient pas non plus des professions médicales. Et la télémédecine ne va pas régler le problème fondamental du manque de médecins. Je pense, alors là, je ne sais pas si c'est dans le sujet, mais en tout cas, je me permets de vous dire quand même qu'à un moment donné, il faudra et il va falloir inciter et obliger, parce que les incitations existent depuis longtemps, les médecins à s'installer dans les zones blanches où on n'a plus de médecins, télémédecine ou pas télémédecine, parce que je vous ai donné l'exemple de Montmédy dans le nord du département, où on a une maison médicale où il y a, qui était pour 4 médecins. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un seul, avec des charges qui ne peuvent plus être assumées par ce médecin. Il faut aussi, sur ce modèle de télémédecine, faire un peu sauter ces verrous réglementaires ou organisationnels. C'est ce que je venais de dire, sur une infirmière salariée d'un EHPAD ne peut pas être téléassistante d'une téléconsultation remboursée et qui est ouverte à un public extérieur. Et puis, l'intégration totale dans le droit commun.
Donc, on est vraiment ici dans une matière qui est très riche, qui est extrêmement intéressante, qui est innovante, mais qui n'est qu'un outil parmi d'autres. Et je pense que les retours que nous pouvons avoir peuvent permettre de servir d'exemple et d'être réplicables sur l'ensemble de la région Grand Est. Et c'est l'objectif d'Imeuse Santé de servir de territoire d'innovation, hein, de donner une portée qui, dans un premier temps, sera régionale, mais qui peut lui donner également une portée nationale. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair dans toutes mes explications, parce que je suis arrivé comme ça, sans avoir entendu votre introduction ni l'AG précédente. En tout cas, voilà, je reste encore à votre disposition si vous avez des questions sur ce que je viens de dire. Bref, Imeuse Santé est, grâce à la méthode et la démarche qui a été mise en place, vraiment un exemple de réussite sur l'innovation dans la ruralité, mais il n'est pas suffisant à ce stade pour répondre à la difficulté de l'accessibilité, de l'accès à tous les soins, notamment en médecine générale, voire en médecine de second recours. Alors, vous avez été parfaitement clair et d'inquiétude. C'est vrai que le conseil d'administration et l'AG précédente n'étaient pas sur cette thématique-là, hein. J'ai simplement, en préalable, rappelé le dernier Café Scalène qui traitait des questions de santé, mais qui zoomait tout particulièrement sur la métropole du Grand Nancy, dont on sait qu'elle a un certain nombre d'expertises, et en tout cas, elle a des hôpitaux et des équipements reconnus bien au-delà de son territoire et au niveau lorrain. Mais la question qui a été soulevée lors de ce Café Scalène, c'est le Grand Nancy est-il une place forte en santé? Et en fait, on se rend compte que si nous avons des atouts, nous avons aussi un certain nombre de faiblesses. Et donc, la thématique de l'accessibilité aux soins est assez rapidement venue lors de ce Café Scalène. C'est pourquoi nous avons rapidement, avec Pascal Taton, souhaité que puisse se faire cette conférence juste après l'Assemblée générale, parce que c'est une thématique qui est chère à l'ensemble des territoires. Ici, nous sommes sur effectivement le territoire du Grand Nancy, mais nous commençons à voir arriver un certain nombre de fragilités qu'a connu ou que connaît le monde rural. Et le monde urbain avait ce sentiment d'être un peu plus protégé. Or, il y a une accélération depuis un certain nombre d'années qu'il nous faut impérativement anticiper. Et je pense que le lien que nous devons faire sur l'ensemble de nos territoires, c'est pourquoi l'expertise qui est la vôtre, et je vais proposer de passer tout de suite la parole à Shaines Kirouni pour qu'elle vienne abonder dans le sens de vos propos, sera précieux pour lancer ce débat. Je propose qu'ensuite, après la prise de parole de Shaines, nous puissions visionner la vidéo préparée par l'agence et puis nous pourrons enclencher ensuite le débat. Shaines, c'est à toi. Juste, pardon, Shaines, oui. je voudrais juste préciser aussi que la télémédecine et l'expérimentation sur la télémédecine peut nous permettre aussi pas faire évoluer, mais de s'adapter aux demandes des médecins. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ce qui est à l'évolution de la société sur le télétravail notamment. C'est-à-dire qu'on a potentiellement des médecins qui pourraient venir s'installer en zone rurale tout en continuant à habiter dans les grandes villes. Ce n'est pas forcément satisfaisant pour l'élu que je suis, mais ça permettrait de répondre, c'est-à-dire qu'il resterait 2 jours en télémédecine, donc à Nancy, à Metz, à Paris, peu importe, et il viendrait 2 ou 3 jours sur place pour faire des soins en présentiel. C'est une possibilité aussi pour nous pour répondre à la difficulté. Merci. Merci, Jérôme. Monsieur le Président, cher Bertrand, Mesdames et Messieurs, je vous salue toutes et tous. Je voulais en profiter également pour exprimer ma satisfaction de découvrir l'Observatoire en santé qui nous permet justement cette rencontre et qui est le fruit effectivement de la collaboration des équipes de Scalène et des conseils départementaux de Meurthe-et-Moselle, de Meuse, de la Haute-Marne.
notamment dans le cadre de la démarche IME Santé, et saluer à nouveau, je le redis, parce que c'est sincère et c'est aussi au nom de l'équipe qui ont tenu à le rappeler, le professionnalisme et la bonne collaboration avec nos équipes et Scalène. Concernant le département et les départements de manière générale, vous savez que la question de la santé, en fait, elle infuse toutes les politiques publiques départementales et notamment nos politiques sociales. C'est le cas de la protection maternelle infantile, notamment dans son volet prévention. C'est le cas de la protection de l'enfance. C'est le cas du développement social et de l'insertion, puisque nous sommes souvent confrontés, en tout cas nos travailleurs sociaux sont souvent confrontés dans l'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des personnes les plus en difficulté à la problématique de santé, de l'accès aux soins, la problématique psychologique et puis les liens également entre le sport, la santé et l'insertion. Et puis enfin, c'est plutôt une évidence, la question de l'autonomie, puisque la dégradation de l'état de santé des personnes les plus âgées ou porteurs de handicap nécessite un accompagnement particulier. Jérôme Dumont l'a rappelé, on a eu l'occasion notamment d'échanger lors de la dernière AG de IME, qui s'est déroulée fin septembre. Et je voulais également rappeler mon attachement et notre attachement, l'attachement du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à la dynamique IMEuse et à sa déclinaison de notre côté, du côté I54 Santé, donc qui sera pour nous le volet innovation numérique de la stratégie santé du département de la Meurthe-et-Moselle. Et nous sommes en train de travailler avec la nouvelle équipe à l'écriture en fait d'une feuille de route santé, et nous avons dédié une vice-présidence fléchée santé. L'enjeu et l'objet est évidemment de contribuer à ce que, Jérôme, tu l'as rappelé, chaque département bénéficie d'une offre de santé et d'un accès aux soins. Alors, quel que soit l'endroit où il habite, quel que soit son âge et quelle que soit sa condition sociale. Et pour les départements, effectivement, la question de la condition sociale est une priorité. La Meurthe-et-Moselle, aux côtés de la Meuse, s'est engagée très tôt dans cette démarche d'innovation. Je pense notamment au soutien à la téléconsultation, tu l'as dit Jérôme, le maintien à domicile, qui est un vrai enjeu, et puis l'indispensable coordination des parcours de soins. Et les outils numériques, encore une fois, ne remplacent pas tout, mais en tout cas, ce sont des outils qui vont nous permettre aussi d'avancer et d'avoir une partie des réponses. En 2022, donc dans le cadre du partenariat qui nous lie, nous nous engagerons dans des projets d'expérimentation en télémédecine avec pour objectif de les déployer dans 6 territoires pour le département de la Meurthe-et-Moselle. Et encore une fois, le département, en tout cas c'est notre logique, n'entend pas se substituer à l'État dans le domaine sanitaire, mais vous le savez, les collectivités locales et dans le cadre de la crise sanitaire, on ne peut pas se désintéresser de l'organisation d'une offre de soins de proximité. Alors non seulement parce qu'elle préoccupe nos concitoyens, c'est une évidence, mais aussi parce qu'elle conditionne également la mise en œuvre et les conditions de réussite des politiques publiques dont nous avons la responsabilité. S'agissant du département, je pense évidemment en premier lieu, je l'ai rappelé, à celle de l'autonomie, dans un contexte de vieillissement de la population. Et il n'est simplement pas envisageable d'installer dans nos territoires des résidences autonomie accompagnées ou seniors pour répondre aux besoins d'hébergement adaptés sans une offre de soins qui soit en adéquation, réactive et parfaitement coordonnée. Donc on a vraiment cette logique d'aménagement de territoire avec un certain nombre de maisons, de résidences, mais pour lesquelles il faut vraiment les inscrire
dans une coordination globale d'une offre de soins. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et puis, vous le savez, on le fait également dans un contexte de fragilisation de notre système de soins. C'est une donne, évidemment, avec laquelle il nous faut malheureusement composer. Et je pense, si je devais apporter un message plus global, et je crois que la crise sanitaire nous a démontré qu'il nous faut absolument réorienter nos politiques publiques de santé qui, encore une fois, n'ont pas suffisamment pris en compte l'aspect humain, la dimension humaine de la santé. Et peut-être que le volet trop comptable nous a pénalisés aujourd'hui et nous met en difficulté, notamment dans le cadre de cette crise sanitaire. Forcément, je pense aux fermetures de lits hospitaliers, mais évidemment, je pense également aux autres conséquences qui sont, c'est le sujet principal de nos préoccupations en tant qu'élus, c'est la question de la désertification médicale. Je pense qu'on peut rappeler quelques chiffres. Près de 45% des Français rencontrent des difficultés à consulter un médecin, et encore plus fortement lorsqu'on est fragile socialement, et plus de 31% accèdent mal à un service d'urgence. Or, ce sont là les caractéristiques principales de l'inégalité d'accès aux soins primaires. En outre, les perspectives sont inquiétantes. L'Ordre des médecins l'a rappelé. On nous cesse d'évoquer évidemment le vieillissement de la population des généralistes. 6 sur 10 ont plus de 65 ans à Nancy, par exemple. Donc, leur remplacement reste une problématique. Et c'est la raison pour laquelle le département accentue son soutien aux maisons de santé pluridisciplinaires qui constituent notamment, entre autres, une réponse aux aspirations des jeunes médecins. Vous le savez, ils hésitent à s'installer en regard des contraintes de fonctionnement d'un cabinet, et puis ils sont plus soucieux que, j'allais dire, leurs aînés, de concilier vie professionnelle et vie privée. Et donc les maisons de santé offrent en tout cas un cadre de travail qui les libère des contraintes, en tout cas d'une partie des contraintes gestionnaires, et d'un isolement professionnel souvent pénible. Je termine mon propos en rappelant que le conseil départemental a déjà financé 6 maisons de santé via des subventions aux communes ou aux EPCI pour près de 712 000 €, et un 7e projet est en cours d'étude à Mont-Saint-Martin. Donc vous le savez que le PIO connaît notamment des difficultés encore plus prégnantes d'accès aux soins. Mais pour que notre intervention fonctionne, il nous faut disposer d'outils de diagnostic et d'aide à la décision fiables et précis. Et l'ARS identifie 3 territoires meurthe-et-mosellans confrontés à la désertification médicale: le Longuillon, Briey et l'Est lunévillois. Et donc l'inégalité d'accès aux soins primaires touche un nombre donc bien plus important de toute façon de territoires. Donc, je termine là-dessus, c'est la raison pour laquelle je souhaite que l'Observatoire en santé de Scalene soit associé au travail de diagnostic sur la situation actuelle et prospective de l'offre de soins en Meurthe-et-Moselle, que je souhaite engager avec l'ARS, et j'interpellerai justement la directrice générale de l'ARS en ce sens. Voilà, en tout cas, c'est une évidence, cette mise à plat qui doit constituer le socle de notre stratégie en santé. Et encore une fois, un grand merci pour ce travail et la qualité des données qui nous sont apportées. Je vous remercie. Merci, Shahnez. Alors, j'ai vu que nous avions une demande de parole de Sophie Mailleux. Je propose qu'elle pose sa question, mais qu'ensuite nous puissions présenter le film préparé par l'agence, et puis nous reviendrons, nous réinterrogerons nos autres intervenants avant de lancer le débat. Sophie ? Oui, merci. Alors effectivement, j'ai pas trouvé de système pour écrire pour Unchatch, donc c'est pour ça que je me suis permis de lever la main. Juste pour citer un exemple en lien avec ce que disait Jérôme Dumont, et qui ira certainement droit au cœur de Patrick Nardin. Il existe des exemples qui sont intéressants en matière de télémédecine et de proximité. Et pas plus tard que la semaine dernière,
c'est à Mirecourt, a été lancé un centre de télémédecine au sein du laboratoire Atubio, qui justement a cette vocation effectivement d'offrir à des patients en très grande proximité des possibilités de téléconsultation pour des examens de médecine spécialisés. Donc voilà, je voulais juste faire cette parenthèse que j'aurais aimé faire par écrit éventuellement, mais pour donner cet exemple, parce que parfois le privé aussi apporte des solutions ou des pistes sur lesquelles on peut réfléchir. Là, en l'occurrence, c'est avec Aska Santé, mais ça pourrait être avec d'autres structures pour faciliter la vie de nos concitoyens, à la fois dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. On voit que les laboratoires de pharmacie sont particulièrement développés et très, très sollicités actuellement, compte tenu de la crise, d'où cet éclairage que je souhaitais apporter. Merci. Merci Sophie. C'est vrai que la télémédecine auprès du grand public jouit d'une image un peu légèrement péjorative. En tout cas, il faut le démystifier et les exemples apportés, en tout cas par notamment Jérôme Dumont, nous aideront. Alors, nouvelle prise de peut-être parole. une dernière précision avant Monsieur Dumont. Je vous quitte. Je suis vraiment désolé. Je voulais préciser que la télémédecine dans le département de la Meuse, sur les 7 ou 8 sites que nous expérimentons, il y en a 15 donc à l'échelle des 3 départements, se fait grâce à un médecin qui est au cœur du département et qui en fait est bien nos faits des patientèles respectives, car il les connaît d'une manière ou d'une autre en fait. Et il est situé sur la voie sacrée, hein, dans le cabinet de Souilly. Et en fait, c'est bien un médecin qui est sur le territoire, pas un médecin qui est à l'extérieur. C'est important de le dire aussi parce qu'il est en lien aussi avec ses collègues médecins. Donc, c'est aussi à prendre en compte pour les futures expérimentations ou les futurs développements que l'on pourra faire à l'échelle nationale dans le futur. Je suis désolé, mais je dois vous quitter. Merci de m'avoir laissé la parole en premier et puis à bientôt. Et encore bravo à Scalene pour ce que vous faites, notamment sur l'exploitation des données. Merci beaucoup à vous. Merci, Monsieur Dumont, pour votre participation. C'est vrai qu'on a légèrement bouleversé l'ordre du jour de la présentation de la conférence, mais en tout cas, votre témoignage était précieux. Merci à vous, bonne journée. Je propose que l'on puisse lancer la vidéo et puis on reprendra nos échanges juste après. Peut-être Bertrand, juste en introduction, dire que c'est une vidéo de 4 minutes que vous allez voir, que c'est un travail qui a été fait, c'est tout l'intérêt de la démarche Imeuse, qui a été fait dans un consortium de travail avec les équipes du département, les équipes de tout le projet, donc avec un désir d'innovation, et que ce que vous allez voir n'est possible que parce que l'ARS nous transmet toutes les données, évidemment dans le cadre d'une convention, mais je le dis puisque la représentante de l'ARS s'exprimera tout à l'heure, et en tout cas, c'est un élément essentiel. Donc je pense que Mélissa a pu se préparer, je lui laisse la main pour nous présenter cette vidéo. Donc tout à fait, j'espère que vous voyez bien tous mon écran. Et oui. C'est parti. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les fonctionnalités de l'outil de web cartographie développé par l'agence Scalene. Cette plateforme de cartographie dynamique est consultable en ligne. Elle donne un accès immédiat à l'offre de soins dans les 3 départements de Meuse, Meurthe-et-Moselle et Haute-Marne. Lorsque l'on clique sur l'onglet Web cartographie, une carte du territoire apparaît avec les 3 départements, leurs intercommunalités et communes. À droite de l'écran, une fenêtre vous permet de sélectionner des filtres pour faire vos requêtes. Dans un premier temps, vous avez la possibilité de choisir la spécialité du praticien en activant le bouton « Praticien ». Tous les praticiens présents sur le territoire apparaissent sur la carte sans distinction. Par exemple, si vous souhaitez géolocaliser les infirmiers sur le territoire, il faut cocher « Infirmier ». Vous avez aussi la possibilité de faire apparaître les praticiens qui exercent à la même adresse. Dans ce cas, il suffit de renseigner le nombre de praticiens dans les champs « Regroupement de praticiens ». Si on reprend notre exemple, nous avons fait apparaître les cabinets d'infirmiers regroupant entre 2 et 4 infirmiers sur ce territoire. Vous pouvez aussi affiner votre recherche par EPCI, par commune
ou encore à la même adresse grâce à la barre de recherche en haut à gauche. En cliquant directement sur la carte sur un EPCI, une fenêtre apparaît. En cliquant sur le lien « Plus d'infos », vous pouvez consulter le portrait du territoire réunissant des chiffres clés tels que la démographie, le niveau de vie de ménage ou encore la liste des professionnels de santé. Par exemple, pour la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat. Toujours dans l'onglet Web Cartographie, en cliquant sur l'icône « Liste de couches » en haut à droite, vous pouvez comparer deux indicateurs entre eux. La liste des indicateurs disponibles apparaît. Par exemple, pour comparer des praticiens et l'indice de vieillissement sur l'ensemble du territoire, vous sélectionnez ces deux indicateurs dans la liste, puis vous cliquez sur le bouton « Balayer » en haut à gauche. Un curseur s'affiche alors au centre de l'écran. En le déplaçant de gauche à droite, vous pouvez facilement observer les différences entre ces deux indicateurs sur le territoire. Chaque nouvelle carte créée sur la web cartographie peut être sauvegardée, téléchargée en format PDF. Alors, il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît. Sur le bouton « Imprimer ». En cliquant sur l'onglet « Tableau de bord », vous obtenez directement le nombre et la répartition des praticiens sur tout le territoire et par EPCI. Par exemple, pour connaître le nombre d'infirmiers dans la communauté de communes du bassin de Pompey, il vous suffit de cliquer sur « CC de bassin de Pompey » dans la liste des EPCI à gauche de votre écran. Un diagramme à droite de l'écran va alors s'afficher. Dans notre exemple, nous pouvons constater que le territoire de la CC du bassin de Pompey compte 230 praticiens, dont 27% d'infirmiers. En cliquant sur la part d'infirmiers, seule cette typologie reste visible sur la carte. On peut alors obtenir leur répartition géographique et leur nombre exact, soit 62. L'onglet « Glossaire » vous décrypte les termes techniques et les sigles. Cet outil a vocation à évoluer. D'autres données pourront être intégrées. Par exemple, des données liées aux évaluations des expérimentations d'IMEUS ou encore des données liées au déploiement de la télémédecine sur le territoire du Grand Est. Pour des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@agencescalen.fr. Pour information, l'actualisation est possible maintenant tous les 6 mois puisque nous sommes en train d'achever une actualisation avec des données fin 2020. Alors, je propose peut-être de passer la parole à nos intervenants de Jérôme Dumont, donc, qui nous a quittés, mais Shahin Eskironi qui est intervenu tout à l'heure, Muriel Colombo, qui est vice-présidente de la métropole du Grand Nancy, en charge notamment de la santé, François Gasparina, qui est directeur de l'hôpital de Lunéville, et Aline Osberry, qui est adjointe à la déléguée territoriale de Meurthe-et-Moselle pour l'ARS. Alors, je ne sais pas qui souhaite intervenir. Madame Osberry. Madame Osberry, est-ce que vous pouvez vous... Oui. Voilà. Vous m'entendez? C'est bon? C'est bon. Très bien. Écoutez, en tout cas, bonjour à toutes et à tous et je vous remercie en tout cas de nous convier à ce temps qui est effectivement très, très important et on voit effectivement que les enjeux nombreux sont importants et que ça concerne vraiment l'ensemble des acteurs et pas uniquement l'État, comme effectivement Madame Kironi, vous avez pu le préciser. Je pense que c'est deux concerts que l'on arrivera à faire face aux nombreux enjeux de santé qui se jouent. Et cette importance effectivement de la coordination. Alors à travers ce qui a été illustré sur la téléconsultation et télémédecine, il est vrai que ça représente une solution qui a pris un essor en plus important du fait de la crise et qui du coup a permis effectivement aux acteurs et aux patients de malgré tout avoir effectivement accès aux soins malgré un contexte pas évident, même si ça n'a pas répondu pleinement, en tout cas aux besoins de santé des citoyens, ça il faut effectivement se le dire, mais au moins effectivement ça a permis quand même cet accès pour les plus urgents. Vous dire en tout cas aussi que sur cette réflexion des projets de téléconsultation en lien avec IMEUS, alors c'est vrai qu'il y a cet enjeu de feuille de route qui a été mise en place et pour laquelle effectivement il y a un
suivi mis en place régulièrement avec le conseil régional, avec le département, la PULSI et puis l'ARS, qui permet vraiment justement de prendre acte de l'ensemble des projets des acteurs du territoire sur des enjeux de télémédecine, de les étudier collectivement, conjointement, et effectivement de décider ensemble de l'accompagnement le plus approprié pour permettre le déploiement de ces projets. Puisqu'en effet, ce qu'il est important aussi de considérer dans cette approche de la plus-value et de la complémentarité d'une offre en téléconsultation, c'est déjà considérer l'offre existante. Donc, en ça, effectivement, l'observatoire représente un enjeu fondamental pour permettre de rendre lisible à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient de santé ou même des acteurs sociaux, des élus, d'avoir effectivement une vue à un instant T de la situation réelle, de l'offre existante et de voir effectivement dans quelle mesure elle peut être complétée, mais complétée dans quelque chose qui soit cohérent et coordonné. Ça, c'est vraiment un enjeu important, puisqu'il en va effectivement de la lisibilité de l'offre pour le patient, de la mise en cohérence de cette offre, pour effectivement avoir le bon soin au bon moment. Ça, c'est un élément effectivement qui nous semble important, d'avoir effectivement une réflexion sur le parcours de soins inscrit dans un parcours de santé et donc inscrit dans un parcours de vie qui s'inscrit sur les territoires avec les autres approches qui sont dans l'environnement de la personne. Donc, ça questionne effectivement la nécessité, comme je disais, d'une lisibilité, d'une adaptation de l'offre, d'une diversification aussi de cette offre sur les territoires, et donc la télémédecine en est une, et aussi la fluidité. Aujourd'hui, effectivement, on constate de nombreux points de rupture. Et l'enjeu d'aujourd'hui est vraiment de travailler sur ces points de rupture pour permettre effectivement une fluidification de cette offre, et donc les nouvelles organisations professionnelles, les innovations à mettre en place pour permettre effectivement de répondre à cet enjeu de fluidification du parcours, pour permettre aussi de respecter ce parcours patient. Puisqu'il faut faire face aussi à ces constats, qu'on a un vieillissement de la population, à ce vieillissement de la population, une évolution des besoins, qui dit évolution des besoins aussi, et vieillissement de la population, la nécessité du maintien de l'autonomie, donc de développer de nouvelles façons d'accompagner ces personnes dans l'autonomie. Et vous avez cité également le maintien chez soi, qui représente un enjeu essentiel, mais aussi comment on fait la transition du chez-soi à l'EHPAD et quelle forme d'EHPAD. La prise en charge aussi des pathologies chroniques, puisqu'avec le vieillissement de la population, effectivement, ça va être la nécessité de prendre en charge des personnes avec davantage de troubles de santé et des situations plus complexes. À ça, donner cette généralité de vieillissement de la population, on sait effectivement qu'il y a également de grandes inégalités sociales et territoriales de santé, qu'il est important de prendre en compte. Et donc, ces soins, c'est les adapter aussi en fonction du territoire. On ne mettra pas les mêmes services au même endroit en fonction du public, en fonction des besoins et en fonction des approches partenariales également à avoir. Et puis, on a parlé là du coup de la situation de la population, sur les indicateurs de santé aussi, de la population qui sont globalement plutôt bons sur le département, comparativement à d'autres territoires, mais malgré tout avec certains territoires qui montrent des prévalences importantes de maladies de l'appareil circulatoire notamment, mais c'est beaucoup des maladies qui sont dites évitables, des décès prématurés, des décès évitables, qui met effectivement aussi l'accent sur la prévention. Au-delà effectivement de ces constats sur l'état de santé de la population, on a aussi le constat sur, et cela a été dit, sur la densité médicale qui effectivement globalement sur le département, si on prend le chiffre, il est plutôt bon puisque supérieur à la moyenne de densité observée sur le Grand Est et sur la France. Mais si on regarde de manière plus précise sur le territoire, cela reflète de nombreuses inégalités et effectivement avec le nord du département notamment, qui présente un déficit de médecins, donc une perte de médecins, mais aussi un nombre de médecins, cumulé à ça, de plus de 65 ans, qui est important, puisque
qu'il y a 53,7% de médecins de plus de 65 ans sur le territoire, ce qui représente un nombre énorme, ce qui montre en tout cas l'enjeu important de vraiment travailler sur effectivement l'attractivité des professionnels de santé sur le Nord. Je dis ça pour les secteurs de la ville, mais il en est de même en tout cas pour les professionnels de santé au niveau de l'hôpital, et notamment de l'hôpital de Mont-Saint-Martin, qui présente également des problèmes de ressources. À faire ce constat-là et à balayer tous ces enjeux, ça montre bien notre action qui va effectivement se faire sur l'ensemble du parcours. Déjà, effectivement, agir sur la prévention, la promotion de la santé. Donc, vraiment mettre en œuvre une politique de promotion de la santé, favorisant vraiment la prévention dans tous les milieux, tout au long de la vie. Et donc ça nécessite, et c'est le travail que l'on fait avec l'ensemble de nos partenaires, pour permettre à chaque âge de pouvoir bénéficier effectivement et mettre en évidence les facteurs favorables, les comportements favorables à la santé, mais aussi de réduire l'impact des facteurs de risque. Ça nécessite un travail sur le repérage, le dépistage, mais aussi des prises en charge précoces des pathologies chroniques. Il y a également le travail sur l'égal accès aux soins, la sécurité et la pertinence des prises en charge. Donc ça, c'est effectivement la gradation des soins qui est mise en place, le lien ville-hôpital. Et là, effectivement, j'en vois aussi avec le lien avec le Ségur, hein, qui aujourd'hui permet à des établissements sanitaires et médico-sociaux de pouvoir investir, de pouvoir restaurer leur capacité financière pour permettre aussi une amélioration, une qualité de la prise en charge. Et puis sur la ville, un ensemble de dispositifs qui permet de répondre aux enjeux, aux besoins et aux demandes des acteurs de santé qui, comme le disait Madame Chesky-Rouni, d'avoir effectivement un équilibre vie privée, vie professionnelle, et puis aussi une solidarité entre confrères sur un territoire donné. Et ces éléments-là, ce sont donc les maisons de santé, elles ont été citées, on en a 20 sur le département, on en a 15 en projet, ce qui représente effectivement quelque chose de très important. À côté de cela, on a aussi les équipes de soins primaires, qui sont aussi des équipes de soins, alors si je dois faire court, hein, c'est des maisons de santé mais sans les murs, avec une coordination d'acteurs autour d'une patientèle. À une échelle plus importante et une approche plutôt populationnelle pour répondre à des enjeux spécifiques territoriaux, ce sont les communautés professionnelles territoriales de santé qui viennent justement travailler sur les différents aspects que j'ai évoqués, hein, la prévention, l'accès aux professionnels de santé, donc permettre effectivement d'accéder à un médecin quand effectivement la personne n'a pas de médecin traitant, mais aussi assurer les soins non programmés. Et là, on a un vrai enjeu, un vrai travail à faire et c'est une priorité du Ségur de pouvoir travailler sur les soins non programmés. C'est un axe effectivement important de pouvoir répondre aux patients sur cet enjeu-là. Et il y a aussi les centres de santé, bien sûr, et toute l'articulation de ces dispositifs de coordination locaux inscrits effectivement dans la gradation des soins, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, entre pour justement structurer le premier et le second recours. Et à ça, des choses qui peuvent faire le lien entre la ville et l'hôpital aussi, qui est la téléconsultation, qu'elle soit effectivement généraliste mais aussi spécialisée, qui peut aller effectivement dans les EHPAD. Enfin, la téléconsultation en EHPAD est un enjeu important. De nombreux pharmaciens aussi sont relais et font de la téléconsultation, permettent en tout cas cet accès. Les infirmiers également. Tous les acteurs en tout cas sont vraiment axés sur ce déploiement d'innovation et de nouvelles solutions pour rejoindre et pouvoir répondre aux besoins du territoire. À tous ces dispositifs qui sont en cours de déploiement et avec l'enjeu que l'on a, je le rappelle, de vraiment mettre en coordination l'ensemble de ces dispositifs. L'idée, c'est pas que ces différents dispositifs soient en tuyau d'orgue, mais qu'il y ait une réelle complémentarité entre ces différents dispositifs et comme je vous l'ai présenté, qui va du patient à une approche populationnelle, donc qui répondent à des enjeux spécifiques, mais aussi à un parcours de soins dans une gradation de soins, effectivement, jusqu'à l'hôpital. Il y a des enjeux territoriaux qui peuvent, en plus de cette dimension purement santé, sanitaire et prise en charge, s'accompagner en tout cas d'un ensemble d'acteurs, de relais, pour accompagner les publics, mais pour aussi répondre à ces enjeux de promotion de la santé, des environnements favorables, permettre effectivement des liens sociaux
qui représentent aussi des éléments majeurs, en tout cas pour permettre la bonne santé de la population et ô combien effectivement la santé mentale représente un enjeu fort aujourd'hui. La crise nous a effectivement tous perturbés, le quotidien des gens effectivement et les liens sociaux ont été modifiés, mis à mal, et donc il y a vraiment cette nécessité de recréer ce lien social, d'accompagner les personnes qui en ont plus besoin, et là aussi un enjeu effectivement de travailler sur une prise en charge graduée sur le territoire, sur cette thématique importante. Et pour ce faire, du coup, et ça permettra sûrement de faire le lien avec le prochain intervenant, mais je ne peux pas ne pas évoquer les contrats locaux de santé, puisqu'effectivement, ce que je vous donne là comme information, ce sont effectivement l'ensemble de nos axes de travail pour mettre en place la politique régionale, mais la délocaliser, en tout cas la mettre en œuvre concrètement de manière opérationnelle sur notre département. Mais cette déclinaison de la politique régionale ne peut se faire en tout cas sans la concertation avec l'ensemble des acteurs que vous êtes, que les professionnels de santé sont, mais aussi l'ensemble des acteurs sociaux. Et en ça, effectivement, l'outil qui nous permet au plus proche de la population et donc sur le territoire, ce sont les contrats locaux de santé qui permettent vraiment de pouvoir rendre visible et d'articuler l'ensemble de ces dispositifs que j'ai pu évoquer et de partager sur la base d'une observation conjointe de l'ensemble de données de santé, mais aussi des données de vie de la population sur un territoire, permettent effectivement de mettre en place le bon service au bon endroit et au bon moment sur le territoire, et de pouvoir faire le lien effectivement avec d'autres dispositifs qui pourraient ne pas être sur le territoire, mais où une articulation peut être effectivement mise en place. Et ces enjeux-là sont importants, constituent des enjeux majeurs pour mettre en musique et surtout suivre et faire évoluer au fur et à mesure la politique, en tout cas, et les actions sur le territoire avec l'ensemble des acteurs. Et l'enjeu, hein, du coup, aussi que l'on voit beaucoup, c'est cette articulation-là entre les élus, les professionnels de santé sur les territoires, pour justement, on voit bien hein, dans les réflexions qu'il y a pour mettre en place les projets de santé ou les centres de santé, parfois l'initiative d'un élu, parfois à l'initiative d'un professionnel de santé. Donc, à un moment, il est important de pouvoir faire se rencontrer les intentions, partager une observation commune et donc de définir ensemble le projet. L'enjeu, il est là, puisqu'effectivement, tout projet de santé est essentiel sur un territoire avec l'ensemble des acteurs. On ne peut pas, en tout cas, en tuyau d'or, faire des maisons de santé ou des centres de santé sur un territoire sans qu'effectivement les professionnels entre eux réfléchissent à un projet commun pour la population de son territoire. Donc ça, ce sont vraiment des choses que l'on accompagne avec l'ensemble de nos partenaires pour vraiment avoir cette lisibilité et renforcer du coup l'attractivité des territoires qui représente un enjeu fort. Et je pense qu'effectivement l'aménagement du territoire est un élément clé aussi pour appuyer cette attractivité. Voilà, donc voilà les éléments en tout cas que je voulais préciser sur l'agence, sur nos orientations, sur nos ambitions, mais que l'on ne peut pas faire seul. Donc appuyer effectivement le partenariat que l'on a avec vous, avec l'ensemble des acteurs, et l'importance effectivement, j'appuie aussi ceci, des données qui permet vraiment d'objectiver les situations et qui permet de les partager pour justement vraiment définir notre travail collectif sur une base commune. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on a retenu beaucoup d'informations, et moi, il y en a une qui m'a particulièrement interpellé, c'est, si j'ai tout bien saisi, 53% des médecins du département de Meurthe-et-Moselle ont plus de 65 ans, ce qui montre l'enjeu de l'installation des jeunes médecins. Enfin, l'enjeu est véritablement énorme. Puisque vous avez terminé votre propos sur les contrats locaux de santé, je propose de passer la parole à Muriel Colombo, vice-présidente de la métropole du Grand Nancy, et qui porte le CLS de la métropole. Muriel. Alors, je vois que tu es connecté, mais le micro n'est pas allumé. Bonjour à toutes et tous. Je voulais déjà vous remercier pour votre invitation. Et puis, je remercie Aline Osbury qui a fait une formidable transition en parlant de la métropole et notamment du contrat local de santé. Alors, peut-être faire déjà un premier focus sur l'identité en matière de santé de la métropole. La métropole,
puis l'a évoqué tout à l'heure Bertrand, avait initié un café Scalen qui avait montré la force de frappe et l'identité forte de la métropole dans le domaine de la santé. D'une part, par sa richesse en matière d'acteurs de santé, et notamment, je pense aux acteurs sanitaires que sont le CHU, mais pas que, vous l'avez évoqué aussi certains d'entre vous, il y a également les partenaires privés, les cliniques privées, donc les partenaires sanitaires, également une richesse à travers les CPTS, hein, donc les comités professionnels de territoire de santé, et l'ensemble des acteurs libéraux. Dans ce cadre aussi, un autre triptyque qui paraît important de souligner, notamment en matière d'activité, c'est nous avons sur notre territoire l'ensemble du panel d'activités de soins jusqu'aux activités de soins de recours à l'échelle régionale. Un autre axe qui me paraît important de souligner, c'est tout ce qui relève de la recherche et de l'innovation. Nous savons aujourd'hui, avec l'évolution de nos populations, ça a été souligné là aussi par différents acteurs, notamment Shahin Esquirmi, mais aussi Aline Osbury, bien évidemment, nous devons adapter notre système de soins à l'évolution de la population et bien évidemment, la recherche et l'innovation deviennent une part importante de cette évolution en santé. Et là aussi, les acteurs de la métropole deviennent une place forte, en lien bien sûr avec l'Université de santé de Lorraine et l'ensemble des partenaires de formation. Il faut savoir que sur notre territoire, nous avons l'ensemble des métiers de la santé qui sont formés sur notre territoire et ça peut être qu'une richesse. Et vous avez évoqué aujourd'hui l'enjeu de l'attractivité de la métropole. Là aussi, c'est important que nous puissions retenir nos jeunes professionnels qui viennent chez nous se former et qu'on puisse les garder au sein de notre métropole. Vous l'avez souligné, un outil extrêmement important, c'est le contrat local de santé à l'échelle de la métropole. Et vous l'avez souligné, le contrat local de santé, c'est un outil partenarial. Partenarial avec l'ensemble des 20 communes de la métropole, partenarial avec bien évidemment les acteurs clés que sont les libéraux, les CPTS, les établissements de santé au sens large, ainsi que, ça a été souligné, l'agence régionale de santé et le conseil départemental, puisque aujourd'hui, l'ensemble de ces acteurs ont signé ce contrat local de santé. Et à travers ce contrat local de santé, c'est pouvoir tracer effectivement les actions de prévention et de promotion en matière de santé. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, l'enjeu, c'est bien d'être aussi comment on accompagne nos populations qui vieillissent, comment on développe ces actions de prévention. Et je vais donner un exemple qui me paraît extrêmement intéressant. Vous l'avez vu à travers la gestion de cette crise sanitaire. Aujourd'hui, je pense que nous sommes une métropole qui avons su, chacun d'entre nous, avons su activer ce levier pour qu'on ait une réponse coordonnée avec l'ensemble des acteurs, que ce soit dans les démarches de prévention avec les outils en termes de dépistage, mais aussi, on le voit encore aujourd'hui, avec le suivi de cette crise sanitaire pour pouvoir répondre au mieux et au plus près de la population, pour pouvoir déployer ces vaccinations. Et on continue à travailler ensemble, notamment dans le cadre de la vaccination pédiatrique. Donc c'est un exemple important, mais ce que je voudrais dire aussi, ça veut dire que la santé, à travers le contrat local de santé, devient aussi un fil rouge à travers l'ensemble des politiques publiques. Pourquoi ? C'est comment on travaille en matière d'environnement urbain. On sait aujourd'hui qu'on travaille aussi sur les déterminants en santé. Donc, c'est important qu'à travers ces éléments-là, on puisse travailler ensemble sur des actions très pragmatiques et simples à mettre en œuvre à l'échelle de nos communes. Il s'agit également de toucher, et on en a parlé tout à l'heure, tous ces publics qui sont en termes de difficultés d'accès aux soins. Et on sait qu'aujourd'hui, et ça a été aussi, la crise sanitaire l'a aussi démontré, c'est comment on touche des personnes âgées, des étudiants qui sont en difficulté, des ménages en situation précaire. Et c'est à travers des actions, notamment sur l'alimentation, c'est comment on peut accompagner l'ensemble de ces populations.
Donc, je ne vais pas reprendre, mon objectif, ce n'est pas de détailler ce contrat local de santé, mais juste dire que c'est un outil pour lequel nous procédons à une évaluation. Nous allons faire cette évaluation intermédiaire prochainement au mois de janvier. Et par ailleurs, c'est aussi l'opportunité de réajuster nos actions. Vous évoquiez tout à l'heure la responsabilité populationnelle. Donc, effectivement, nous avons une responsabilité populationnelle en tant qu'élus. Et c'est aussi comment on accompagne ces actions. Vous avez évoqué également la problématique de la démographie médicale. Donc là aussi, c'est clair que la métropole, et comme vous l'avez souligné, Aline, bien évidemment, travaille à vos côtés pour pouvoir identifier les problématiques de démographie médicale. Et vous l'avez souligné aujourd'hui, eh bien, cette problématique n'est pas que, ne se révèle pas que dans les territoires ruraux, mais bien évidemment aussi au sein de nos villes. Donc, c'est aussi comment, à notre niveau, nous pouvons accompagner la mise en œuvre de maisons de santé. Et je voudrais souligner aussi aujourd'hui les expérimentations que d'autres régions ont commencé à mettre en place en matière de maisons de santé, qui associent également l'ensemble des travailleurs sociaux, des CCAS, pour travailler aussi sur l'approche médico-sociale et sociale coordonnée au sein de ces maisons de santé. Alors, je voudrais terminer sur un projet phare aussi sur la métropole de Nancy. Vous savez qu'aujourd'hui, la métropole de Nancy est lancée dans le cadre du Grand Nancy Thermal, dans le cadre de la rénovation de ce projet important. Bien au-delà d'une rénovation, on va dire, d'une rénovation de bâtiments, on est largement au-delà de cela, puisque c'est aussi comment travailler sur un projet métropolitain en matière de santé thermale. Et ça me paraît extrêmement important, puisque ça permet aussi de travailler, et ça a déjà commencé, il faut le savoir, sur des nouveaux métiers. Je parle notamment à l'adaptation des métiers qui travaillent dans des centres thermaux. Et pour vous donner un exemple, il y a déjà une formation qui a été mise en œuvre en lien avec le CHRU de Nancy sur la formation d'hydrothérapeute. Donc, ce type de projet phare devient aussi un projet phare en matière de santé publique à l'échelle de la métropole, mais bien évidemment aussi à l'échelle des ambitions à l'échelle européenne et internationale. Et d'ailleurs, j'en ai pour preuve que, à compter de demain, vous savez que démarrent les universités du thermalisme qui donnent aussi une visibilité à ce projet. Donc, j'ai voulu me montrer synthétique. Voilà, à votre disposition pour toute question. Merci. Merci beaucoup, Muriel, pour ces précisions. Alors, je vois que dans le chat, il y a un certain nombre de questions. On les garde, j'ai envie de dire, au frais. Je voudrais, avant de lancer le débat, passer la parole à M. Gasparina, donc le directeur de l'hôpital de Lunéville. Une expérience qui va nous être précieuse dans ce débat. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Merci à tous et puis merci de m'avoir invité à participer à votre journée. Alors, pour rappeler, hein, donc aujourd'hui, le centre hospitalier de Lunéville fait partie d'un deux groupements, à la fois le groupement hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle, hein, qui regroupe Saint-Nicolas-Port, 3H Santé, donc l'Est du département, et puis également l'EHPAD de Gerbévillers. Et puis, en parallèle, également, nous sommes membres du groupement hospitalier de territoire, Sud-Lorraine, donc CHRU et l'établissement Pivot. Je vais recentrer mon propos sur le sujet GEM, et puis plus particulièrement sur le Lunévillois. Peut-être, et assez rapide quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites d'ores et déjà. Peut-être dans les questions d'état des lieux, on a bien vu qu'aujourd'hui, alors je ne parlerai pas d'une crise, mais de deux crises qui sont enchaînées, ont montré la fragilité, en particulier je faisais une crise, je parle bien de la sanitaire, hein, que l'on vit depuis 2 ans, mais il y a eu aussi la crise des études qui ont été formulées sur notamment ceux qui ont participé à ces manifestations, et notamment la place des soignants.
Je pense notamment au personnel aide-soignant, auxiliaire de vie, qui ont été très majoritaires dans un certain nombre de secteurs. Et je sais que c'est un sujet qui, à travers le sujet du Ségur auquel Mme Osberry faisait référence tout à l'heure, a été un élément. C'est un élément majeur aussi d'interrogation. On faisait état des problématiques et Mme Khirouni tout à l'heure faisait état des problématiques aussi de recrutement généraux sur notre département. Il y a des sujets sur le nord du département. On en a aussi de manière majeure sur nos établissements. On a 27 postes d'infirmiers aujourd'hui non pourvus sur Lunéville. On a également énormément, et c'est une nouveauté, des difficultés à recruter des personnels, des aides-soignants et des auxiliaires de vie, ce qui pose énormément aussi des sujets en sortie. Donc, on le disait tout à l'heure, quelque chose qui a été profondément déstructuré, mais un état de crise qui a aussi été révélé par cette crise sanitaire. Autre élément des lieux, c'est effectivement, vous l'avez dit, la crise du modèle d'EHPAD, avec une nécessité de revoir profondément ce modèle qui n'est plus aujourd'hui en tout cas conçu comme l'alpha et l'oméga des accompagnements, une nécessité, Mme Osberry le disait, de réfléchir à des parcours, certainement des alternances par l'intermédiaire de répit entre la ville et l'hôpital. C'est un point important, et c'est un point important qui nécessite un maillage important en termes de professionnels libéraux sur le territoire. Et on le voit, en fait, une des fragilités qu'a montré aussi cette crise, c'est la nécessité de concevoir, et ça a été dit également par les intervenants précédents, non pas le système comme des éléments d'empilage, d'éléments qui n'ont pas de lien ensemble, mais effectivement des choses qui tiennent très fortement les uns aux autres. Et avant de revenir sur les sujets généraux, deux derniers points sur l'état des lieux. On a bien vu également que cette crise a montré que l'hyperconcentration des plateaux techniques privés et publics, et ça a bien été dit aussi par une auparavant, sur un certain nombre de métropoles aujourd'hui, crée des vraies fragilités sur un certain nombre de territoires du maillage. Question étant, par les problèmes transport, au transport en commun, qui aujourd'hui, en tout cas, encore aujourd'hui posé. Alors peut-être simplement, pour revenir sur deux sujets qui ont été abordés sur un peu en tout cas certaines solutions. On l'a dit tout à l'heure, effectivement, le CLS comme incitative majeure. Le contrat local de santé, on l'a signé sur le Lunévillois il y a un peu plus de 3 ans aujourd'hui, avec un certain nombre de personnes qui sont autour de cette table d'ailleurs. Il est intéressant de noter que effectivement, c'est à travers ces contrats la première fois où finalement on a pu parler à la fois entre les élus du territoire, des professionnels libéraux, les professionnels des états de santé, mais également des représentants de l'agence, du conseil départemental, de parler d'un secteur qui est la santé, qui n'est pas vu malheureusement jusqu'à présent, qui comme toujours comme finalement cet acteur qui est systématiquement l'acteur majeur structurant de l'emploi sur les territoires, mais aussi les conditions de maintien d'une certaine attractivité de ces territoires. Je le lisais dans le chat, nous avions associé également des représentants des associations d'usagers, à travers notamment 2 représentants de France Asso Santé. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, cette place de la démocratie sanitaire est importante. L'autre point, c'est que ce contrat local nous a permis d'avancer un certain nombre sur un certain nombre de sujets. Le sujet des téléconsultations, par exemple, a été un sujet qui a été initié à cette occasion. Et aujourd'hui, nous avons un peu plus de 25 EHPAD qui se mettent en œuvre et de structures médico-sociales handicap qui se mettent en œuvre sur le territoire du Lunévillois sur des solutions de téléconsultation. Et vous avez tout à fait raison, et ça a été dit par M. Dumont tout à l'heure, il y a une importance en revanche d'un accompagnement local pour l'incitation au développement de ces solutions, parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre, non pas de réticence, mais seulement
d'accompagnement à l'installation de ces équipements sur place et de réorganisation de nos activités qui est fondamentale. Et je vois ici Isabelle Bachelier qui accompagne Philippe Arnoux, qui a été mise en œuvre sur notre territoire pour vraiment être en capacité d'avancer sur ce travail. Et je pense que c'est un travail de vive haleine. Enfin, le CLS nous a permis aussi de nous rendre compte que tous les acteurs partageaient un enjeu, c'est de conserver les professionnels sur le territoire. Donc à ce titre, notre territoire, qui est un territoire rural, qui est un territoire sur lequel aussi il y a un vrai problème d'accès à la formation sur un certain nombre de formations paramédicales et qui aujourd'hui connaît effectivement ces problématiques en parallèle de besoins forts qui existent sur les territoires, notamment métropolitains, qui sont aujourd'hui nos zones d'approvisionnement en termes de professionnels formés. Eh bien, nous avons décidé d'avancer sur un triple élément, c'est-à-dire être en capacité de mettre en place un questionnaire d'analyse de tous les sorties, toutes les personnes qui partent de nos établissements pour essayer de comprendre s'ils partent du secteur de la santé ou s'ils partent de notre territoire ou s'ils partent des deux et d'en comprendre pourquoi, pour collectivement pour pouvoir avancer sur un certain nombre de propositions, d'être en capacité aussi d'avancer à travers une association d'employeurs, public, privé, libéral également, parce que nous avons proposé aussi au GRPS d'avancer sur cet élément pour être en capacité d'avancer sur une analyse dynamique, et je remercie Scalen d'avoir fait le travail qui a été fait. Nous allons pouvoir peut-être vous le compléter avec les prévisions de départ à la retraite dans les 5 prochaines années et les besoins que notre territoire aura en professionnels de santé. Je pense que c'est un point important et sur lequel nous souhaitons pouvoir appuyer nos demandes vis-à-vis notamment des pouvoirs publics en termes de dynamique. Enfin également, et c'est un point important, être en capacité de nous mobiliser, acteurs du territoire, pour favoriser vis-à-vis des jeunes de nos territoires, l'intérêt au métier de la santé. Car je pense que c'est peut-être le point le plus dur quand même dans l'analyse, c'est qu'on s'aperçoit bien que demain, notamment sur les métiers d'aide-soignant, si ces métiers ne sont pas pris en charge, effectivement par des jeunes de nos territoires, nous aurons énormément de mal à pouvoir conserver des structures, à commencer par les EHPAD, sur nos territoires, faute à la fois de médecins, ça a été dit de manière anticipée, mais également de soignants, aides-soignants, infirmiers, auxiliaires de vie en nombre suffisant, ce qui demande une mobilisation assez forte de notre part vis-à-vis des collégiens et lycéens actuellement, et puis une réflexion effectivement, et ça a été dit à nombreuses reprises, sur les conditions de travail aujourd'hui, et c'est un point majeur. Enfin, je terminerai peut-être simplement en disant que toutes ces solutions, que ce soit les questions de télémédecine, les questions d'installation de structures en réseau, le travail au sein des maisons de santé, en lien également avec les structures hospitalières, nécessitent effectivement que les chaînes disponibles sur le territoire soient suffisantes, que le plateau technique disponible sur le territoire soit aussi d'un niveau qui réponde aux besoins des médecins généralistes. Il y a un vrai besoin d'accompagnement à ce niveau. On l'a bien vu pendant la crise également, que ce soit les urgences fonctionnent en lien avec la médecine générale. Les urgences ne peuvent fonctionner que s'ils ont un accès facile à des services d'hospitalisation, y compris en surveillance continue sur un certain nombre de territoires. Et on a besoin d'avoir une vision dynamique des réorganisations en cours sur un certain nombre de sujets. Et je terminerai mon propos en disant simplement que, alors, deux choses. À la fois en vous invitant, et je pense que certains l'ont déjà vu, mais à aller jeter un coup d'œil sur le livre La France sous nos yeux, qui a été fait par Jérôme Fourquet et Jean-Côme Casely, qui sont deux géographes et démographes et qui ont profondément montré des tendances lourdes, y compris sur le champ de la santé. Et je crois que c'est un élément très important et qui questionne, in fine, ce que Scalen aussi pose, in fine, aujourd'hui, c'est la question de la pertinence de nos territoires et la manière dont on conçoit nos territoires en termes de lieu d'attractivité, d'action et de coordination. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je propose d'ouvrir le débat. Alors, nous avons noté un certain nombre de questions dans le chat
on va peut-être les garder en fonction des, comment dire, des intervenants d'abord oraux. J'imagine qu'il y a des réactions, qu'il y a des questions, qu'il y a des remarques. N'oubliez pas de lever la petite main pour qu'on puisse vous identifier et vous passer la parole. Alors, s'il n'y a pas de questions, je propose de retourner dans le chat. Alors, j'ai identifié comme étant la première question, mais j'espère ne pas commettre d'impair. Laura Dumas qui dit, en réponse à l'ARS, pour aider les territoires dans des réflexions d'accès aux soins, l'ARS soutient les CLS, mais il n'y a pas d'appui pour la mise en place des CPTS. Alors, je propose que Madame Osberry puisse répondre à cette question. Alors si, comme l'appui des CLS, il y a de l'appui, la mise en place des CPTS, comme l'appui des MSP, où on a effectivement des partenariats, nous, avec des cabinets qui peuvent effectivement accompagner les projets, enfin en tout cas l'écriture des projets, et aussi en lien avec les représentants des professionnels de santé, que ce soit notamment les URPS médecins et infirmiers qui soutiennent et qui accompagnent, et notamment aussi en lien avec la FEMAGE, la représentation des exercices coordonnés. Donc il y a vraiment ce travail avec l'ensemble des acteurs, FEMAGE, CEPAM, de définir le bon accompagnement. Donc il y a cette offre proposée, en tout cas, et ce soutien possible pour définir les projets des exercices coordonnés sur les territoires. Merci pour la réponse. Alors, s'il n'y a toujours pas de questions, je reviens sur le chat et c'est Catherine Touvenin. Happy, ça c'est bien, le petit adjectif derrière le nom. Nous la connaissons souriante, donc elle l'indique même sur son message. Alors, le citoyen usager devra faire partie du collectif des actions menées. Nous sommes tous potentiellement des patients. Le patient citoyen et le soignant citoyen sont un des maillons de la solution et à ce titre sont-ils représentés aujourd'hui. Et elle indique qu'elle représente le Conseil de développement durable pour la citoyenneté du Grand Nancy et également Innov Autonomie pour l'innovation. Qui, pour répondre à la participation des citoyens, la question est vaste. Alors, Muriel. Non, je voulais juste préciser qu'effectivement. Vas-y, vas-y. Tu m'entends? Oui. Oui, Je voulais juste préciser que, effectivement, dans le contrat local de santé, nous avons des représentants des usagers et notamment des représentants de France Asso Santé. Mais je crois que vous avez raison. Peut-être qu'il y a encore des choses qu'on devrait aller un petit peu plus loin. Mais il faut savoir qu'à l'échelle de la métropole, on travaille avec les représentants des usagers. Merci pour cette réponse. Alors, pour la métropole du Grand Nancy, je ne sais pas si, au-delà du territoire métropolitain, il y a des éléments de réponse. Catherine. Alors, Catherine, tu veux reprendre la parole? Vas-y. Oui, alors je vous remercie déjà d'avoir posé ma question. Merci beaucoup, Muriel Colombo. Mais ma question était plus précise. Elle questionnait la réunion d'aujourd'hui. Parce que je pense que dès le début de la réflexion, il faut intégrer le citoyen, qu'il soit soignant ou qu'il soit patient. Il se trouve que dans mon expérience personnelle, je suis aussi patient, potentiellement comme vous tous, sauf que moi, là on est en ligne, mais on aura pu constater quand on me voit physiquement que je me déplace en fauteuil roulant, donc ça saute un peu aux yeux, mais je représente aujourd'hui quand même aussi tous les citoyens, y compris les soignants. Et je pense qu'à une réunion comme aujourd'hui, dans les acteurs de soins, il y a la prise en charge aussi par lui-même de sa propre organisation de soins et aussi intellectuellement, moralement, tout l'impact positif que ça aura pour sa santé. Merci Catherine pour cette contribution. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir. Moi,
Je pense que vous avez... Merci d'avoir rebondi et d'avoir reprécisé cela. Effectivement, je n'avais pas forcément bien compris, mais ce que je voudrais dire, vous avez sûrement raison quand on parle de démocratie sanitaire, ça veut dire à un moment donné comment, bien plus en amont, on associe... alors, c'est peut-être pas encore assez, mais vous avez raison. Je pense que c'est sûrement vers ce quoi il faut aller, parce que nos citoyens sont concernés effectivement par la notion de santé publique et encore une fois, cette crise sanitaire nous montre très justement. Vas-y, interviens. C'est pas oui, facile de lire les questions sur le chat, c'est pour ça que... Ah ben, pardon, Chahine Esquironi qui souhaite intervenir en face de vous. Oui, désolé, merci Bertrand. C'était simplement pour compléter la question de l'association, consultation des usagers ou de manière plus générale des personnes concernées, d'autant que sur le sujet de l'accès aux soins et aux droits de manière plus générale, on a des vrais sujets de recours aux soins. Donc ça doit aussi nous interroger sur qu'est-ce qui fait que un certain nombre de personnes, et notamment alors quand je dis les plus fragiles, ça peut être les plus fragiles économiquement, socialement. Je pense bien évidemment aux personnes âgées qui font que aujourd'hui elles ne se soignent pas pour plusieurs raisons. Donc, à mon avis, les remettre dans le cœur des réflexions, ça permettrait aussi de répondre à un certain nombre de diagnostics. Alors, côté usager, côté personne, et qui nous donnerait des éléments, en tout cas, de réponse. C'est ce qu'on essaie d'intégrer en termes de politique publique pour le département. C'est pas toujours simple. J'ai demandé à ce que toutes les politiques publiques, on puisse justement associer les personnes directement, celles qui sont concernées, et notamment je pensais à la protection de l'enfance, par exemple, pour lesquelles c'est pas une évidence. Voilà, mais on a encore une fois à partir quand même des personnes et d'analyser quels sont ces freins. D'autant qu'on a beaucoup parlé de numérique, téléconsultation, etc., qui est bien évidemment un progrès, hein, mais peut-être aussi pour certains, par rapport aux appréhensions, il faut les lever, les accompagner. Puis enfin, je terminerai sur le diagnostic en termes de... Alors, on a évoqué la désertification médicale, je pense aussi à la raréfaction d'un certain nombre de spécialités. Vous les connaissez, les ophtalmologues, les dermatologues, et qui font que les plus éloignés ont des difficultés à prendre des rendez-vous. Je pense notamment aux ophtalmologues, aux dermatologues. Quand on a, j'allais dire, toutes les connaissances nécessaires, c'est compliqué. Alors imaginez-vous les personnes âgées, les personnes les plus en difficulté, qui, elles, laissent complètement tomber une fois que vous avez appelé 15 dermatologues et que personne ne veut vous prendre. Ophtalmologue. Merci. Peut-être reprendre le chat. Vas-y. D'une part, parce qu'on a été interrogé en nous demandant, mais est-ce que vous avez fait la même chose sur les Vosges? Alors, il se trouve que ce que vous avez vu a été fait sur 3 départements, parce que c'était dans les 3 départements, en tout cas les 2 qui s'étaient associés à la Meuse pour ce travail-là. Aujourd'hui, nous possédons bien la maîtrise, donc ça veut dire que ce serait possible sur d'autres départements. À preuve, nous avons été sollicités et nous avons fait une proposition à la région pour voir comment ce système pourrait être étendu à l'ensemble de la région, et en tout cas pour des territoires très proches comme les Vosges, et notamment avec des collectivités qui sont membres de l'agence, donc avec lesquelles il y a toute facilité. Je pense que là, il peut facilement, mais évidemment avec l'ARS, y avoir un échange pour voir dans quelle mesure ça pourrait être fait. Et puis, je note aussi, et peut-être laisser la parole à Philippe Arnoux, puisqu'il s'est exprimé en disant, mais vous avez beaucoup parlé de la médecine de ville, vous avez beaucoup parlé de l'accès aux soins.
Mais vous n'avez pas beaucoup parlé de l'urgence. Donc peut-être je vous laisse la parole, Monsieur Arnaud, si vous voulez exprimer votre point de vue. Oui, bonjour à tous. Je l'ai fait par chat parce que en entendant François Gasparina, le son était très haché. Et comme je suis à Lunéville aussi, donc je me demandais si on m'entendrait bien. Donc vous m'entendez bien, ça va? Très bien, très bien. Oui, donc c'est simplement un sujet qui est devenu extrêmement préoccupant là depuis un certain temps, puisque je suis interpellé régulièrement sur des problèmes de délai en secours d'urgence la nuit, le soir, etc. Il n'est pas rare aujourd'hui que dans la communauté commune de Vesouz-en-Piémont, les personnes attendent 1 heure et demie un médecin. Donc je ne sais pas si c'est un délai considéré comme étant raisonnable, mais pour moi, il ne l'est pas. C'était un sujet qui semblait avoir été réglé il y a quelques années, c'est-à-dire que ça semblait bien se passer. Et là, je vous dis que depuis quelques mois, je suis vraiment alerté. Et donc, je voulais simplement le porter à la réflexion, puisque même avant de savoir si on peut voir un généraliste quand on a un problème, si on ne peut pas être secouru quand on a un gros problème, dans des conditions normales, ça me paraît bien plus grave. Donc, pour le reste, bon, inutile que je paraphrase ce qui a été dit, notamment sur des secteurs assez éloignés. Je voulais juste apporter un témoignage sur nos maisons de santé aujourd'hui dans ma communauté de communes, puisqu'il y a 2 maisons de santé et un bourg qui, hélas, n'a pas de maison de santé. Sur les 8 médecins qui sont installés, 6 étant en maison de santé, la majorité habite Nancy, donc alors qu'on se situe à 70 km de Nancy, on va dire, pour Blamont. Et ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on a de jeunes médecins installés, de jeunes généralistes, mais qui n'ont pas fait de notre territoire leur lieu de vie. C'est-à-dire que je me rends compte que même à cette distance, on peut toujours, avec une certaine dynamique locale, faire venir des médecins. Alors que ceux qui vivent dans le territoire sont plutôt ceux dont on a parlé, là, les plus de 60 ans ou les plus de 65 ans. Et donc, on ne se fait pas tellement d'illusions sur la suite, mais ça nous va très bien. Si les médecins habitent Nancy et acceptent de venir pratiquer ici, ça fonctionne parfaitement. Voilà, c'était juste ce petit témoignage que je voulais apporter par rapport à la présentation qui a été faite. Et puis, surtout, je vous dis, ce secours d'urgence qui est vraiment préoccupant. J'ai d'ailleurs interpellé l'ARS, j'ai dû faire un courrier il y a 3 semaines ou un mois en demandant de s'organiser un rendez-vous et je n'ai pas de réponse à ce jour. Merci, Madame. Il y a 2 demandes de prise de parole. Il y a Monsieur Rivet qui demandait la parole depuis quelque temps. Peut-être lui passer la parole en premier. Et puis après, Jean-Paul Monin. Merci. Merci Bertrand. Je souhaitais réagir sur 2 ou 3 petits points, notamment sur la désertification médicale. Là, j'ai bien compris ce qui est indiqué tout à l'heure, j'ai une esquironie, ce que vient de dire le précédent intervenant sur ce qui n'est pas nouveau, c'est l'Est lunévillois qui est vraiment dépourvu de médecins. Enfin, c'est un vrai désert médical. On va dire que le désert médical désertification médicale commence à toucher aussi la ville. J'habite dans un quartier où il y a 3 médecins qui sont partis en retraite et qui ne sont pas remplacés. Et ce qui m'amène au dernier point sur lequel je voulais surtout intervenir, c'était sur l'association des citoyens, j'allais dire de base. Moi, je suis un citoyen de base, je suis un peu un candide en question de santé, dans le domaine de santé. Et là, je fais partie des représentants du C3D, les associés à toutes les créations, notamment de maisons médicales ou de maisons de santé. J'ai entendu parler dans mon quartier de l'éventuel projet d'une maison de santé. On ne sait pas trop ce qu'il en est.
J'en entends parler en laissant traîner mes oreilles auprès de commerçants, de pharmaciens, d'infirmiers du quartier, mais personne n'était vraiment informé là-desses. Donc, d'associer, c'est compliqué. Il y a des associations, mais qui représentent aussi pas tout le monde, mais au moins qu'il y ait des réunions publiques pour lancer le projet, expliquer les tenants et les aboutissants. Ça, au niveau de l'information, ça me paraît très utile. Madame Osberry, je pense que vous avez levé la main pour répondre, mais peut-être si vous voulez bien, peut-être donner la parole à Jean-Paul Manin. Comme ça, il s'exprimera et éventuellement, vous répondrez. Jean-Paul ? Oui, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Très bien. Bonjour à tous. Moi, je vais sortir un peu du milieu médical ou des soins proprement dit. Je souhaite vous parler des accès, mais en moyens de transport, à tous ces établissements, en particulier gros établissements sur l'agglo. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'on donne un bon signe aux ruraux en ne réglant pas le problème de stationnement sur Brabois et en plus en le mettant payant? Moi, je crois que là, c'est pas un bon signe, quoi. Voilà. Deuxième autre question, sur les fonds de carte que vous avez présentés, ne pourrait-on pas mettre le moyen de transport? Je pense qu'il y a de coupler, par exemple, quand on a un infirmier, où il habite où, voilà, donc d'avoir avec Google Maps ou un autre, un plan ou n'importe lequel, savoir comment s'y rendre et où ça se situe exactement. Donc, je pense que ça pourrait être possible. Donc, voilà deux petites questions. Et puis, une question un peu plus titilleuse, je dirais, sur le stationnement. Reste aussi le moyen de transport pour monter à Brabois. Ça, j'en parle pas. Ou pour aller à Gentilly, c'est pareil pour les habitants de l'agglo. Alors, peut-être, parce que c'est parallèle au débat, même si le stationnement, on sait bien que c'est un sujet tout à fait prégnant. On n'aura pas la réponse ici même, j'ai bien compris la petite remarque taquine, mais que j'entends bien. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on soit quand même aussi assez précis sur le stationnement à Brabois, parce qu'il est déjà payant, et depuis très très longtemps d'ailleurs. Donc, l'essentiel du stationnement visiteur est payant. Aujourd'hui, quand vous allez visiter un malade à Brabois, vous allez dans le parking qui est situé à l'entrée. Je crois que c'est la première demi-heure qui doit être gratuite. Et puis, mais en une demi-heure, enfin, je veux dire, hormis déposer quelqu'un ou venir rechercher quelqu'un, sinon vous n'avez pas la possibilité de vous payer automatiquement votre stationnement. Donc, c'est pas non plus une découverte totale que de payer son stationnement à Brabois. Alors après, ça interroge effectivement, peut-être plus globalement, sur la question de l'accessibilité. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, on a une ligne de transport en commun, notamment la ligne 1 sur le Grand Nancy, qui est amenée à évoluer. Et évidemment, Brabois, qui va prendre de l'ampleur, puisque les hôpitaux vont aussi déménager et pour intégrer le site de Brabois dans les années à venir. L'idée de remplacer l'actuel tram par des bus à haut niveau de service qui renforcent la capacité, puisqu'on aura une capacité demain qui sera supérieure à celle qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi en réponse à cela. Après, voilà, se lancer sur ce sujet-là nous ferait peut-être un peu dévier de notre débat d'aujourd'hui, mais après l'offre de soins, c'est l'accès aux soins. Et on sait très bien que ça s'adresse aux grands anciens, mais il y a un certain nombre de personnes qui viennent au CHU de Brabois et qui ne sont pas des grands anciens et qui viennent de tout le sud de Meurthe-et-Mosellan et parfois même au-delà. Donc ça pose aussi la question de l'accès autoroutier et notamment de cet accès via la 330 qui reste aux heures de pointe et pas seulement très compliqué comment dire, en termes de déplacement. Moi, je propose, puisque c'est un vrai sujet, les mobilités, qu'on revienne ultérieurement sur cette problématique précise dans le cadre d'un autre débat, puisque nous aurons évidemment, et c'est tant mieux, d'autres sujets à aborder. Je propose donc qu'on reste sur la seconde partie de la question
Et Madame Osberry, vous souhaitiez répondre aux 2 remarques qui ont été faites. Oui, merci. Alors pour revenir sur le sujet effectivement des maisons de santé pluriprofessionnelles, vous avez raison. La problématique se situe en ville aussi maintenant, et c'est bien pour ça qu'il y a eu la réflexion sur les maisons de santé pluriprofessionnelles urbaines, où justement il y a aussi cette réflexion-là en milieu urbain de maisons de santé qui a vraiment démarré effectivement dans le milieu rural en première intention, mais qui concerne effectivement le monde urbain, avec effectivement une fuite un peu aussi de médecins installés. Et effectivement, on a des exemples comme ça de médecins qui peinent à retrouver effectivement une succession pour leur patientèle, soit parce que effectivement le cabinet actuel n'est pas forcément accessible à toute la population, soit effectivement parce que ce sont de jeunes médecins qui voudraient reprendre, mais à plusieurs. Donc effectivement, il y a cet enjeu-là important. Et un enjeu important que vous soulignez aussi, c'est l'information effectivement sur ces projets inscrits effectivement dans les quartiers, pour que ça ait du sens, pour que c'est une efficacité, parce que là, ça en va effectivement de l'efficacité aussi de l'offre mise en place, qui répond à un besoin réel de savoir de qui doit être composée cette maison de santé au regard de la population du quartier. Donc ça, c'est effectivement un élément important à travailler effectivement collectivement, que cette information d'un projet, et donc de réfléchir avec la population du quartier quelle utilisation, quelle possibilité, quelle orientation doit être donnée ou comment, même si pour du coup vraiment inscrire les choses et puis se faire effectivement relais de cette mise en place aussi, puisque le meilleur vecteur quand même pour communiquer et valoriser une offre, c'est le public lui-même qui va s'en servir. Donc ça, c'est un enjeu important. Parler aussi sur d'autres exemples aussi de maisons de santé. Vous avez dit que certains bourgs n'avaient pas de maison de santé. Il y a d'autres exemples, en tout cas dans le département, où parce qu'effectivement, il n'y a pas de médecin sur une ville, effectivement, à 7-10 km, il peut y avoir effectivement aussi des sites d'une maison de santé, mais un site délocalisé, où il y a des permanences du médecin de la maison de santé existante qui peuvent aller se délocaliser sur cet espace-là, où il y a déjà peut-être des infirmiers, des choses comme ça, en lien effectivement et en travail avec la commune, pour permettre de mettre à disposition des lieux. Et là, il y a effectivement aussi un projet du coup de télécabine possible de manière complémentaire à cette offre-là de médecins qui pourraient venir faire des permanences quelques jours par semaine et en se relayant à partir d'une maison de santé existante. Donc ça peut être aussi des projets réfléchis, et c'est en ça où tout à l'heure, quand j'exprimais la question de réflexion d'un projet de santé sur un territoire, c'est vraiment ce sens-là donné, plutôt que de recréer une offre qui risque de s'effondrer à un moment donné parce que ça reste quelque chose de fragile. On peut s'appuyer et renforcer quelque chose d'existant qui reste un socle, et même s'il y a des éléments qui bougent, il y a un socle qui quand même perdure. Et donc ça permet vraiment, je pense, de pouvoir ajuster et donc de moduler l'offre en pouvant décliner comme ça des sites secondaires qui puissent être des éléments de réponse associés à d'autres aspects comme la téléconsultation pour répondre aux besoins de la population. Et puis sur la question effectivement des urgences, alors je l'évoquais effectivement que sur, alors pas directement, mais c'est un vrai sujet, que ce sujet des urgences. Alors effectivement, il y a une convention avec les pompiers permettant effectivement un relais de la PDSA sur ce territoire-là, donc la permanence des soins ambulatoires. C'est un vrai sujet que l'on traite actuellement, notamment dans le Nord aussi, puisqu'il y a de grosses difficultés pour assurer les gardes dans le nord du département. Donc là, c'est vraiment quelque chose que l'on prend à bras-le-corps et l'on reviendra aussi vers vous, Monsieur Arnoux, sur ce sujet-là. Donc, si ce n'est pas déjà fait, effectivement, je refais le point avec les équipes pour qu'on puisse peut-être refaire un point et une analyse de votre territoire quant à ces réponses, du coup, données et tardivement données pour apporter le soin au bon moment, et pas effectivement 1h30 après. Donc, c'est un enjeu fort. Aujourd'hui, la limite, effectivement, c'est que dans les contrats d'aide à l'installation qui sont attribués par l'assurance maladie ou autre, il y a effectivement cet élément incitatif de faire partie de la permanence des soins et donc de contribuer, de faire des gardes. Mais au-delà, effectivement, de ce côté incitatif, il n'y a pas d'incitation financière ou autre qui permet vraiment aujourd'hui de le faire. Après, la dernière option que l'on a, c'est la réquisition. C'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite pouvoir vraiment faire en sorte que l'ensemble des acteurs joue le jeu, et en tout cas, ce qui limitera effectivement
impact sur certains leaders, certaines volontaires à le faire régulièrement. Et c'est ce à quoi, effectivement, aujourd'hui, on est confronté. C'est qu'à un moment donné, on a apporté une réponse en s'appuyant sur SOS Médecins de manière importante. Sauf qu'aujourd'hui, SOS Médecins connaît aussi des difficultés. Et donc, la ville, forcément, s'est reposée sur SOS Médecins. Donc, il faut recréer cet équilibre-là entre les professionnels de santé du territoire pour qu'ils s'impliquent dans la continuité des soins, mais aussi un appui SOS Médecins. Donc, c'est vraiment le travail aujourd'hui que l'on fait de la téléconsultation. Donc, vous voyez, on essaye vraiment de trouver différentes actions complémentaires qui viendraient, du coup, appuyer les professionnels de santé sur le territoire, sans leur faire porter une charge supplémentaire importante de travail, puisque dans le Nord, en plus, vu qu'ils sont moins nombreux, ils ont un travail énorme. Il y a beaucoup de médecins, de patients qui sont sans médecin. Donc, il y a aussi cette difficulté-là et donc un report sur la nuit ou sur le matin tôt par SOS, de consultations qui auraient dû être faites en journée. Donc, il y a aussi cette difficulté-là de réguler en fait l'accès aux soins sur la journée avec des centres de soins non programmés qui peuvent être une des options. Donc, Monsieur Arnaud, en tout cas, on revient vers vous pour ce sujet des urgences pour en faire une analyse en tout cas plus fine. Merci pour la réponse. Alors, je vois qu'on a une question d'Odile Bégormer. Je propose que ce soit la dernière question, puisque je vois qu'il est déjà 11h34. Si on veut prendre le temps d'une réponse complète et peut-être d'une petite conclusion qui nous fait terminer raisonnablement aux alentours de 11h45. Odile. Oui, merci Bertrand. Donc, Odile Bégormer, je représente la Multipôle Nancy Sud-Lorraine. Ce n'est pas une question, Bertrand, c'est plutôt une indication en fait par rapport à ce que disait Jean-Paul Monin ou même Philippe Privé ou d'autres. En tout cas, dans le cadre de la révision du schéma de cohérence territoriale et donc de la vision que peuvent avoir les 13 communautés de communes et la métropole pour le futur, la vision de la santé aujourd'hui est prise en compte dans cet aménagement et la problématique de l'accès aux soins, ou plutôt de l'accès général à Bras-Bois comme étant en fait le lieu métropolitain pour un certain nombre pour répondre à un certain nombre de besoins spécifiques est véritablement un des enjeux aujourd'hui qui est pris en compte dans le cadre de la révision du SCOT. Donc, je voulais vraiment le préciser. Évidemment, plus que la problématique de Bras-Bois, hein, c'est bien l'ensemble de l'organisation territoriale sur le sud de la Meurthe-et-Moselle avec ce service qu'est la santé, qui est un service clé pour les territoires, et donc de s'assurer qu'en fonction de la polarité, en fonction de la fonction en fait de chaque territoire, ce service comme le commerce, comme l'emploi, comme l'éducation puisse être pris en compte dans cette révision. Donc c'est véritablement, alors ça n'est valable que pour le sud de la Meurthe-et-Moselle, évidemment si ça donne envie à d'autres territoires qui se lancent dans ces schémas, ou à la fois dans leur révision ou dans leur création, en tout cas, tenez-en compte, c'est important. Merci pour cette contribution. Je propose peut-être à Muriel Colombo et puis à Aline Osbery de procéder à la conclusion, en tout cas, de cette partie de nos travaux. Je crois que Monsieur François Gasparina est toujours avec nous, s'il veut dire également un mot, parce que nos présidents de département nous ont quittés. Alors, je ne sais pas qui. Muriel? Oui, si tu veux. Donc, je crois que la teneur de Denema nous ont montré que la santé au sens large était bien une question de partenariat, de collaboration, de coopération, et sans oublier effectivement le citoyen usager de notre système de santé. Donc, je crois que ça a été très clairement dit. Ça veut dire que chacun d'entre nous, dans nos réflexions, et ça a été souligné à l'instant, on doit avoir en ligne, toujours en arrière-plan, mais toujours avoir cette notion de
de santé publique pour nos populations être en réflexion. Et puis, je voudrais juste dire, donc, on vient de faire la démonstration que chacun, lorsqu'on est seul, on n'avance pas. Donc, je crois que c'est important qu'on arrive effectivement à être dans cette logique partenariale, de coordination, d'échange, y compris entre différents territoires, hein, puisque là, autour de cette table, je comprends que nous sommes différentes métropoles aussi autour de cette table, et on voit bien qu'il y a des interfaces peut-être aussi à travailler en intercontrats locaux de santé, je ne sais pas, mais on sent qu'il y a quelque chose à élargir pour parfois certaines réflexions, parce qu'il y avait réellement des enjeux autour des réponses auprès de nos populations. Les enjeux de la démographie médicale, ça a été dit, mais sur l'ensemble des professionnels de santé, c'est aussi comment chacun d'entre nous, on a une réflexion autour des professionnels de santé qui sont en perte de sens par rapport à leur métier. C'est peut-être que nous avons aussi un rôle à jouer sur ces aspects-là. Et puis enfin, faire entre métropoles ensemble, je crois que ça me paraît important, en lien bien sûr avec les conseils départementaux, les partenaires, l'agence régionale de santé, puisqu'elle a la vision régionale sur l'ensemble du territoire, et l'ensemble de nos partenaires, on l'a dit à plusieurs reprises, que ce soit les partenaires libéraux, les CPTS, les PTA, voilà, donc l'enjeu, c'est vraiment cette coordination, me semble-t-il, ce que je retiens beaucoup de nos débats, et peut-être faire évoluer nos outils, chacun dans nos domaines, avec cette perspective-là, en associant nos citoyens. Je pense que chacun d'entre nous a des conseils citoyens dans nos villes, etc. Donc, je pense qu'effectivement, c'est des choses qu'on doit absolument partager avec nos citoyens. Voilà. Merci Muriel pour cette conclusion. Monsieur Gasparina, si vous êtes toujours avec nous, il n'est plus présent, me dit-on. Eh bien, écoutez, je propose de laisser à Madame Aline Osberry, qui représente l'ARS, l'occasion de donner à elle-même sa conclusion. Merci beaucoup. Écoutez, ça va aller complètement dans le même sens que Madame Colombo, donc ça sera court. Effectivement, moi je retiens et je remercie du coup les différentes questions qui montrent bien effectivement l'intérêt de ces enjeux et effectivement de spécificités territoriales aussi dont il faut tenir compte. Et c'est qu'en faisant effectivement une observation conjointe sur un territoire à partir de l'ensemble de nos outils, comme cela a été évoqué, que l'on pourra en tout cas faire sens commun et donc travailler ensemble et en synergie pour répondre aux enjeux des territoires et des populations avec la population. Et ça, c'est un élément fort que je retiens, de formation santé publique également, c'est quelque chose que je trouve très très important et c'est ce qui fait la réussite d'un projet. Si le principal destinataire d'un service n'est pas autour de la table, effectivement, on peut en tout cas passer à côté de la proposition et donc du besoin réel de la population. Donc c'est vraiment important d'avoir, non pas uniquement en termes d'information et de communication, mais aussi de participation sur comment mettre en place un service. On a identifié collectivement un besoin, mais comment on le met en place, comment on le présente à la population, parfois avec quels mots il faut le présenter aussi, parce que le regard effectivement des professionnels n'est pas toujours le regard et les mots et le discours des usagers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est précieux et qui, effectivement, je reconnais aussi pas toujours simple à mettre en place, parce que qui est interpellé, effectivement, c'est un élément. Mais voilà, je pense que c'est un élément important. Et puis, sachez que l'ARS se tient aussi à votre disposition, en tout cas pour tout projet. Et parce qu'effectivement, sans les acteurs à l'échelle des territoires, on ne peut pas, en tout cas, déployer la santé. Donc, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des acteurs qui œuvrent au quotidien sur les territoires pour la santé de nos usagers. Merci, Madame Osberry. Alors, on voit bien qu'on a besoin de travailler ensemble, on a besoin de confronter nos difficultés, nos expériences, et que les solutions, elles ne sont ni urbaines ni rurales, et que nos concitoyens, de toute façon, ils bougent d'un territoire à l'autre.
Et ceux qui sont aujourd'hui sur le territoire métropolitain peuvent demain résider dans un territoire rural et changer leur, comment dire, là aussi la question de la mobilité, mais en tout cas changer leur accès aux soins. Donc c'est un travail qui doit être fait collectivement. C'est aussi le rôle de l'agence Scalen que d'identifier ces problématiques et d'essayer de poser le meilleur diagnostic possible. Après, charge aux décideurs, en tout cas aux élus, mais pas que. L'État, évidemment, partie prenante de façon significative, puisque c'est l'État qui a la santé en charge premier de répondre aux enjeux et aux questions. Je remercie vraiment les uns les autres de la qualité des échanges, de vos interventions. Je sais que Pascal Taton voulait répondre à quelques éléments, quelques questions qui ont été posées dans le chat, apporter quelques précisions. Pascal? Merci Bertrand. Alors, je n'avais pas vu, mais il y a une question qui a été posée sur l'accès à la plateforme qu'elle vous a été montrée. Aujourd'hui, elle est réglementée pour une raison simple, c'est une simple règle de diffusion des données. C'est-à-dire qu'évidemment, nous utilisons des données, mais qui nous sont communiquées notamment par l'ARS, parfois pour certaines pour la CPM, mais avec des conventions qui font qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être diffusé, je dirais, complètement ouvert au grand public. Ceci dit, après, sur la base de la construction d'un partenariat, c'est à voir avec l'ARS, il peut y avoir l'accès à ces données. Et puis, je voulais simplement vous faire savoir que, je ne sais pas si on le tient à l'actualité de ce débat, je ne pense pas seulement. En tout cas, dans les 48 heures qui viennent de passer, d'une part, je crois que nous avons eu un échange avec les services de la métropole, puisque je crois savoir que le président de la métropole et certainement Mme Colombo ont eu une réunion avec les référents santé des 20 communes, et que très probablement nous allons être sollicités par rapport à un certain nombre de problématiques, et je crois qu'ils rejoignent les questions des maisons de santé, qui ne se posent pas qu'en milieu de faible densité, mais également en milieu urbain, et y compris dans la métropole du Grand Nancy. Que nous avons été contactés par les services de la région, puisque vous savez que la région écrit sa feuille de route santé, et que nous aurons en janvier une réunion d'échange avec les services de la région, l'ARS et les services de l'État. Et puis enfin, vous dire que l'État, au niveau régional, l'ADREAL, nous a interrogés sur une des problématiques que vous avez évoquées, qui est la question des parcours pour les personnes âgées. En fait, au moment du vieillissement, entre passer du logement, de l'adaptation au logement, de services liés au logement, mais en maintenant avec le maintien à domicile ou d'établissements adaptés ou spécialisés jusqu'aux établissements médicalisés. Et aujourd'hui, le citoyen, et particulièrement les personnes âgées, ou les familles qui les accompagnent, sont obligés en tout cas, prennent une grande part pour essayer de gérer les étapes et les passages l'une à l'autre. Donc, cette question de la continuité du parcours et ce que vous avez évoqué les uns les autres, c'est-à-dire la coordination de tous les responsables pour faciliter pour les citoyens cette étape extrêmement importante dans la deuxième partie ou la troisième partie de la vie. L'État s'interroge et nous a sollicité pour éventuellement travailler sur cette question. Voilà, Bertrand, ce que je voulais dire, ce qui veut dire qu'on va très probablement poursuivre les travaux. J'ai répondu sur le chat pour l'introduction des lignes de transport en commun. Jean-Paul Manin a tout à fait raison. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire. Donc, on est en train de continuer à améliorer l'outil et on le fera sur vos recommandations.